Lorient dans toute sa splendeur. Voilà. Ce qui m'a permis d'ailleurs, avec 50 confrères, de faire valoir la clause de cession et de leur faire payer très cher pour que nous nous en allions. Voilà. En 2016, j'ai travaillé parallèlement. J'ai été correspondant de la vie du rail pendant fort longtemps. J'ai travaillé aussi en tant qu'auto-entrepreneur pour faire de la communication technique, aussi bien pour le RFF, Réseau Ferré de France, enfin, c'était SNCF Réseau à l'époque, pour les autoroutes aussi, du groupe Vinci. Donc vous voyez que je ne suis pas sectaire. Hein. Voilà. Et là, je gère un webzine qui s'appelle, un magazine en ligne, pardon, qui s'appelle raildusud.canalblog.com, Rail du Sud en un seul mot, singulier, qui en est à sa 4e année et qui traite de l'actualité ferroviaire, donc à partir de la technique ferroviaire, évaluer les conséquences des choix ou des non-choix qui sont faits par l'autorité ou les autorités politiques en termes de desserte des territoires. Voilà. Alors donc là, je voulais vous entretenir. Je l'ai déjà fait auprès de vos, je dirais, des invités de l'Action française à Versailles au mois de mai. Donc on avait monté une petite conférence avec Jean-François Baumier. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-François Baumier, qui s'occupe de ce petit groupe là-bas. Et c'était sur le même sujet. C'est-à-dire, alors je mets mes lunettes parce que, excusez-moi, avec l'âge, hein, on ne s'améliore pas. Comment la destruction du réseau ferroviaire régional, principalement, hein, est le symptôme de la gestion jacobine du territoire. La politique, ce sont des choix très pratiques. Hein. Ce n'est pas seulement de grandes idées, c'est aussi des décisions qui impactent la vie quotidienne des gens. Et dans le domaine des transports, les choix politiques ont pour, ou traduisent plus exactement, des philosophies qui sont fort différentes d'un pays à l'autre. Et en France, c'est la philosophie jacobine, centralisatrice et prétendument égalitaire, mais qui en fait ne l'est absolument pas, et nous allons le voir. Alors dans un premier temps, je voudrais parler de la technique ferroviaire, et en quoi cette technique ferroviaire, qu'on oppose souvent à la technique routière, n'en est qu'une continuation. C'est intéressant pour évaluer justement la valeur de chacune de ces techniques. Vous savez que les réseaux de transport terrestre sont à la clé de la constitution des États. Alors, on a des États maritimes, l'Empire romain en fut un, autour de la Méditerranée, mais même celui-là, ou même celui-ci, a tenu à développer des infrastructures de transport terrestre particulièrement sophistiquées pour l'époque, avec des voies pavées, avec des voies qui étaient bordées de bornes milliaires, n'est-ce pas, qui tournaient en particulier autour de la Méditerranée, alors qu'on pouvait très bien aller de Civitavecchia, enfin ce qui était romain à l'époque, je ne connais pas le nom exact, hein, le port de Rome, jusqu'à Barcelone par la mer. Eh bien non, on avait la voie domitienne qui tournait autour de la Méditerranée, la voie appienne, etc. D'autres États ou empires se sont constitués toujours avec une infrastructure de transport terrestre jouant un rôle majeur à la fois dans la constitution et dans la gestion de l'État. Je pense aux Incas, par exemple, hein, qui avaient des modes de transport un peu originaux, mais qui étaient très, très sophistiqués. La France s'est constituée aussi avec cet outil-là. Les rois, de Philippe le Bel à Louis XIV, ont créé et ont construit des routes. Par exemple, la grande route royale, puis nationale, puis impériale, qui relie la zone de Bourg-en-Bresse jusque vers Sisteron.
a été en grande partie développée sous le règne de Louis XIV, à travers le Trièvre. Elle reste un axe très important aujourd'hui. Les Romains, à l'époque, s'étaient posé la question, déjà, d'optimiser cette technique de transport. C'est-à-dire, on veut faire rouler des charrois sur des centaines de milles, n'est-ce pas? On veut transporter des huîtres depuis la région d'Oléron, c'était le cas déjà, dans de grandes citernes d'eau de mer jusque vers Marseille ou la Gaule ou l'Italie. C'est pas facile. Il faut de nombreux animaux pour tirer tout ça, du monde. Et puis, sur ces routes, même pavées, on a des problèmes parfois de stabilité et de guidage des essieux, des roues. Et donc, une des premières mesures destinées justement à optimiser la technique routière par les Romains a été d'améliorer encore les gorges qui étaient creusées petit à petit par le roulage, et donc d'obtenir ainsi un système de guidage qui permettait de mieux stabiliser et de mieux sécuriser l'évolution des charrettes, etc. Ce système-là, il répondait donc aux besoins à la fois d'optimiser, mais aussi, c'était plus ou moins implicite, de permettre la création d'attelages et donc de systèmes de convois. Alors le système de convoi, il paraît évident comme ça, mais physiquement il est difficile à appliquer. Pourquoi? Parce que les essieux arrière d'un convoi libre, sans guidage, ont tendance à dériver par rapport à l'essieu avant qui guide et qui détermine l'orientation du véhicule. Sur vos voitures, l'essieu arrière ne passe pas exactement dans une courbe à l'endroit où est passé l'essieu avant. Il y a une dérive. L'idée consistait donc, pour faire un convoi, pour constituer un convoi, d'éviter cette dérive-là, puisque plus vous avez d'essieux vers l'arrière, plus la dérive risque d'être importante dans les courbes. Et donc on a inventé... donc les Romains auront été, semble-t-il, d'après les historiens des transports, mais enfin bon, on va leur faire confiance, auront été, semble-t-il, les premiers à imaginer un système de convoi et de transport que les ingénieurs appellent monotrace. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tous les essieux et toutes les roues passent au même endroit que la roue qui est en tête du convoi. Ce système, ou plutôt ce souci de créer des convois monotraces, a hanté les ingénieurs à toutes les époques. Et c'est ainsi dès le XVe siècle, on trouve des traces de rails en bois dans les mines. Parce que les mines, vous savez, les mines souterraines, donc, pas les mines à ciel ouvert, bien sûr, souvent étaient à l'époque percées à l'horizontale, et donc il fallait se soumettre à une contrainte d'espace très importante. Des petits tunnels, et il ne fallait pas que les charrettes ou les wagonnets se dérivent d'un côté à l'autre. Et donc, on trouve en 1441, on trouve des traces de rails en bois, mais de rails à gorge. Ça, c'est là toute la subtilité. Dans une mine suisse. On va en retrouver en 1540 en Alsace, dans des mines en Alsace aussi, où les ingénieurs s'étaient dit il faut qu'on arrive, plutôt que d'avoir un cheval qui tracte un seul wagon
Et donc 100 chevaux pour 100 wagons, on préfère avoir 10 chevaux pour 10 wagons. Et pour ça, eh bien, on va faire en sorte d'avoir un système de guidage. Mais ces systèmes de guidage, ils avaient un gros inconvénient, c'est qu'ils étaient conçus, et il va falloir attendre un anglais pour pouvoir sortir de cette problématique, ils étaient conçus sous la forme de gorges. Donc on prenait un bout de bois, ou voilà, un tronc, on le coupait en deux à l'horizontale, on les viscérait, hein, et puis on faisait rouler les roues dans la gorge. Problème, dans les courbes, ou même d'ailleurs s'il y avait un petit gauchissement de la voie, le guidage était assuré par frottement de la partie latérale des roues sur la partie latérale des gorges. Et donc usure, rupture, etc. Voilà. Difficile, hein? Difficile. Comment faire pour résoudre ça? Et je terminerai cette partie technique là-dessus. Il a fallu attendre un certain Stephenson, George Stephenson, qui est le premier à pouvoir appliquer la traction vapeur sur la traction, donc sur des convois guidés. C'est 1813, donc en Grande-Bretagne, parce qu'il a inventé les rails à table et non pas à gorge. Ça consiste à transférer la fonction de guidage non pas sur une gorge qui va guider chacune des roues par frottement latéral éventuellement, mais au contraire par faire en sorte que la gorge soit transférée, la fonction soit transférée sur le véhicule lui-même. Comment? Le rail est posé, il est constitué d'une table de roulement, donc c'est un rail qui est en relief, hein, et non pas en gorge, et la roue elle-même, dotée d'une table de roulement, est dotée aussi d'un boudin à l'intérieur de l'essieu, côté intérieur de l'essieu, et en plus de ça, et surtout, la table de roulement est inclinée vers l'extérieur, tandis que la table de roulement du rail est éventuellement inclinée vers l'intérieur. Ce qui fait que la gorge, elle est, je dirais, c'est un petit peu comme si on constituait, on prenait deux planches, qu'on collait de cette façon-là, et qu'on y faisait passer dedans une boule. Hein, et bien, donc on va avoir, je dirais, la masse du véhicule qui va assurer sa stabilité et qui va l'assurer de suivre l'axe de la voie. Voilà. En France, à l'heure actuelle, sur le réseau ferré national, les rails sont inclinés de 5% vers l'intérieur et la table de roulement des roues est inclinée d'un peu plus vers l'extérieur. Les boudins servant à garantir, en cas d'événements particuliers, à garantir l'orientation du véhicule. Voilà comment ça se passe. Et donc, à partir de là, on peut, et les Anglais le font d'abord les premiers, et ils vont devenir les grands ingénieurs du rail au XIXe siècle, on peut appliquer la traction vapeur, et tout de suite on va le faire, d'abord et avant tout dans les mines. En France, donc en 1825 en Grande-Bretagne, entre Stockton et Darlington, première ligne véritablement de chemin de fer à être créée. En France, on crée en 1827, pour les mines de Saint-Étienne, la première ligne, mais qui était hippomobile, hein, c'est-à-dire tirée par des chevaux, la première ligne de chemin de fer en France qui compte 23 km entre Saint-Étienne et Andrézieux, qui va ensuite être complétée par une ligne vers Lyon en 1830, en 1932 vers Roanne. Saint-Étienne devient la capitale du chemin de fer français, essentiellement évidemment à cause des mines, parce qu'il fallait exporter le charbon. Saint-Étienne-Andrézieux, ça permettait d'amener le charbon jusqu'à la Loire, et en période de hautes eaux, en dehors de l'été, on pouvait, en ayant chargé ce charbon sur des barges, descendre ce charbon vers le nord. Bon, j'ai quelques dates. Hein, on ouvre Paris-Rouen en 1848. La première ligne ouverte aux voyageurs en France, c'est Paris-Saint-Germain en 1837.
on remarque un saut qualitatif et quantitatif considérable avec l'arrivée du chemin de fer par rapport à la route. En 1828, Paris-Rouen s'effectuait en traction hippomobile par la route en 14 heures, en diligence. En 1848, 20 ans plus tard, en 3h30 par le rail. Voilà. Malgré la difficulté de l'époque, parce que bon, le rail à l'époque, c'était la traction vapeur, c'était des voies avec des barres courtes, etc. On ne pouvait pas aller très vite. C'est l'épouse, la reine de France, des Français, hein, donc l'épouse de Louis-Philippe, qui accepta de monter dans le train qui reliait Paris à Saint-Germain, le train inaugural en 1837, le roi ayant préféré rester tranquillement à la maison. Parce qu'on considérait que la vitesse pouvait créer des difficultés. Voilà. On a, après, une explosion du nombre de kilomètres, parce qu'on s'aperçoit que par rapport au roulage routier, on peut transporter avec très peu de personnel et avec une énergie nouvelle qui est celle du charbon, on peut transporter des masses considérables de biens et un nombre considérable de voyageurs. En évitant bien sûr tout ce qui accompagnait les routes, les grandes routes royales de l'époque, et les autres d'ailleurs, c'est-à-dire des relais de poste. Il fallait changer les chevaux tous les 12 km. Hein, donc on a des... D'ailleurs, c'est amusant parce que la dispersion des villages en France, elle tient aussi à ça. C'est-à-dire que tous les 6 ou 10 km, vous trouvez une maison qui agglomérait éventuellement d'autres habitations qui servaient de relais de poste. J'ai vu chez un cadre de la Poste il y a quelques années, parce que je m'occupais aussi de ça, une magnifique carte du Premier Empire, je crois, de France, hein, sur laquelle figuraient toutes les liaisons postales du service de la Poste aux lettres, à cette époque. La Poste, à l'époque, était sous-traitée, le transport était sous-traité à des particuliers ou à des petites entreprises, voilà, mais avec des contrats de délégation de service public qui étaient très contraignants, et le territoire était parfaitement couvert. C'était assez impressionnant. En jouant aussi, d'ailleurs, sur le transport fluvial. Le transport fluvial, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, ça a été une des techniques explorées pour essayer d'améliorer le maillage du territoire sur certains axes par rapport à la route. Vous savez qu'à Grenoble, il avait été question de doubler le Drac l'Isère était navigable. En tout cas sur certaines sections. Mais il avait été question de doubler le Drac par un canal navigable depuis l'Isère jusqu'à Pont-de-Claix. Et finalement, ça a été abandonné puisque le chemin de fer est survenu à ce moment-là. Donc on n'a jamais terminé ce canal, mais on a quand même creusé un canal d'apport d'eau pour l'industrie qui existe encore, mais qui est d'un gabarit plus petit que celui qui était prévu, qu'on trouve encore du côté de Pont-de-Claix, voilà, parallèlement au Drac. La zone commerciale, on le franchit pour aller à la zone commerciale de Comboire. Voilà. Voilà, donc le chemin de fer qui a permis de développer puissamment les relations terrestres, le transport terrestre, a, comme la route, mais plus encore que la route, contribué à construire des nations, construire des États. Alors c'est le cas, on le sait, c'est ultra classique aux États-Unis ou au Canada, où les transcontinentaux ont été la clé de la conquête de l'Ouest et de l'exploitation de l'ensemble de ces territoires. Mais c'est le cas tout près d'ici en Suisse aussi, où après la guerre du Sonderbund, hein, la terrible guerre civile, la Suisse c'est pas un pays aussi calme qu'on le croit, en 1848, eh bien les chemins de fer ont été encouragés d'abord sous une forme d'investissement privé, puis ensuite très, très tôt repris par l'État fédéral, 1902 je crois,
ont été encouragés pour faciliter et pour homogénéiser ce pays qui s'était déchiré entre les protestants d'un côté, les protestants et francs-maçons d'un côté, catholiques de l'autre, qu'ils fussent germanophones ou francophones d'ailleurs. Et en France, alors en France, donc on voit que le chemin de fer a un rôle à partir du XIXe siècle tout à fait important dans la constitution et dans la consolidation des États. C'est le cas en Allemagne aussi, où l'Allemagne qui était très fédérative, hein, même sous l'Empire, en tout cas tout au long du XIXe siècle. Hein, l'Empire wilhelmien est un peu moins que l'Ancien Empire, hein, le premier, mais qui disparaît en 1808. Balayé par cet imbécile de Napoléon, pardon, mais j'avais eu beaucoup de sympathie pour lui. Et donc, ce sont les États allemands qui créent leur réseau. Vous avez le réseau de Prusse, vous avez le réseau de Bavière, du Württemberg, de Bade, etc. Et c'est à l'époque justement de l'Empire bismarckien, hein, c'est Bismarck, qui dès 1905, si ma mémoire est bonne, réunit tout ça au moment même où la Prusse affirme sa puissance sur l'ensemble de l'espace germanique, qui était très divisé juste alors. Donc le chemin de fer joue aussi un rôle, et la gestion par l'autorité fédérative du chemin de fer joue un rôle important dans l'organisation des pouvoirs. Alors en France, c'est très intéressant, parce que ça commence d'abord dans les années 1830, donc Saint-Étienne-Andrézieux en 27, puis les années suivantes, par exemple Montpellier 7, c'est en 39, pour que Montpellier puisse, si vous voulez, les entrepreneurs montpelliérains voulaient avoir un port, et leur port le plus évident était celui de Sète, hein, à 25 km à peu près. Et ces toutes premières lignes, elles sont lancées par des investisseurs et des ingénieurs qui demandent un permis de construire, une autorisation d'acquérir les terrains pour y faire passer leur voie, qui investissent, qui prennent le risque. Donc la préfecture dit « ok, c'est d'accord, on y va », mais c'est à peu près tout. Donc ça part un petit peu dans tous les sens, hein, de façon très... presque anarchique, on va dire, et opportuniste. Souvent à l'initiative des mines, d'ailleurs. Ce n'est pas le cas entre Montpellier et Sète, mais c'est le cas en particulier autour de Nîmes, du bassin d'Alès, hein, qui va voir les premières lignes de chemin de fer aussi créées à cette époque. Et Paris commence à voir que tout ça est intéressant et que ça constitue un enjeu de pouvoir, un enjeu d'aménagement. Et donc, en 1838, Baptiste Legrand, un ingénieur général, qui a un poste important au ministère des Travaux publics, décide de lancer un projet général de construction de lignes de chemin de fer en France. Voilà. On n'est encore qu'au stade des balbutiements. Hein. Et Legrand conçoit le projet des lignes structurantes exclusivement autour de Paris, à deux exceptions près. Une ligne qui parcourt toute la frontière nord entre Lille et, on va dire, Lille et Strasbourg, qui est une ligne essentiellement stratégique, mais aussi une ligne économique, puisque on est dans des zones de minières, dans des zones industrielles déjà assez développées. Et puis l'axe Bordeaux-Marseille, on va pas trop au-delà de Marseille d'ailleurs, encore à cette époque-là, mais l'axe Bordeaux-Marseille qui est donc un axe transversal lui aussi, l'axe nord et l'axe sud. Mais tout le reste converge ou diverge depuis Paris. Voilà. On est sur un schéma qui est totalement différent du schéma allemand, qui, par ses origines, est un schéma multipolaire, puisque déjà chaque État avait créé son réseau autour de sa capitale ou entre ses principales villes. En 1842, ce projet prend forme
sous la forme d'une loi qui à la fois confirme ses priorités de construction de lignes et en même temps organise juridiquement la construction puis l'exploitation de ces lignes. C'est la loi Legrand et c'est une loi qui donne à l'État, alors contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où c'est l'initiative privée, hein, au point qu'on en arrive à avoir des lignes parallèles sur le même axe. Je me rappelle, c'était fascinant. J'étais une fois à Denver, dans le Colorado, et entre Denver et le Mississippi, vous aviez 7 ou 8 lignes, jadis, bon, c'est fini maintenant, hein, qui couraient en parallèle à travers le Far West, enfin le Middle West plutôt, qui ont disparu depuis. En Grande-Bretagne, ça a été le cas aussi, ça a imposé ensuite des restructurations drastiques, puisqu'il fallait, faire face, les entreprises devaient faire face à des déficits. Il y a eu ce qu'on appelait en Grande-Bretagne la Railway Mania, hein, qui a fait que tout le monde construisait des chemins de fer dans les années 1840, et que ça a débouché évidemment sur un crash, hein, ça c'est classique. En France, on a été plus donc on est sous Louis-Philippe, hein, on a été plus étatiste, hein, avec les avantages et les inconvénients que avantages et inconvénients. Donc, partenariat public-privé, comment ça se passe? On décide de construire une ligne. L'État trouve un concessionnaire, des compagnies. La première compagnie à relier la vallée du Rhône à Grenoble, c'est la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, qui sera absorbée très rapidement par le PLM. Restructuration sous le Second Empire. Et la première ligne, elle part de Saint-Rambert-d'Albon, elle passe par Beaurepaire, Rives, et elle arrive au pont de Pic-Pierre. C'est la toute première qui relie en fait Paris à Grenoble. Elle sera abandonnée ensuite quand on ouvrira peu de temps après la ligne qui passe par la Tour du Pin. Donc, l'État détermine des lignes, des axes à équiper, éventuellement les compagnies concessionnaires en proposent. L'État accorde une concession pour une certaine durée et il finance l'infrastructure au sens propre, c'est-à-dire la plateforme, les ouvrages d'art, c'est-à-dire les tunnels et les ponts. À la charge du concessionnaire d'assurer la pose de la superstructure, c'est-à-dire, grosso modo, le ballast, les traverses, les rails, mais aussi la signalisation, les gares, tout ce qui sert à l'exploitation, les dépôts, les centres de maintenance, comme on dirait de nos jours, la signalisation, la téléphonie ensuite, et puis, bien sûr, le matériel roulant et la gestion. Un certain nombre de compagnies se constituent à cette époque, qui deviennent concessionnaires. Sur le grand axe entre Paris et la Méditerranée, vous avez la compagnie du Paris à Lyon, puis la compagnie de Lyon à la Méditerranée, qui fusionnent ensuite avec d'autres, hein, sous la présidence de Paulin Talabot, un Nîmois qui a donné son nom à une des grandes artères de Nîmes, et qui a son buste dans la gare de Nîmes, récemment rénovée, qui est magnifique, hein, c'est une gare à l'anglaise, hein, les voies sont sur un pont, en fait. Hein. Voilà. Et donc le PLM est créé, parallèlement se crée la compagnie du Paris-Orléans, et on arrive à stabiliser le système avec, grosso modo, 8 entités, le Nord, la compagnie du Nord, la compagnie de l'Est, le PLM, le Paris-Orléans, la compagnie du Midi, qui est la seule à ne pas avoir d'accès à Paris, c'est l'axe Bordeaux-7, qui a voulu ensuite aller à Marseille par la Camargue, mais qui n'y est jamais arrivé, et qui a eu un rôle, c'est très amusant, parce qu'elle a eu un rôle technique très avant-gardiste, cette petite compagnie-là. Elle a électrifié massivement son réseau, elle a créé d'ailleurs tout un système de production d'hydroélectricité dans les Pyrénées et partiellement dans le Massif central,
ce qu'on appelle la SHEM, la Société Hydroélectrique du Midi, qui a été récupérée par la SNCF lors de la nationalisation, on va y venir, et qui vient d'être vendue d'ailleurs par la SNCF de la façon la plus stupide qui soit. Passons. Voilà comment ça fonctionnait. On a, dans un second temps, c'est-à-dire au tournant du XXe siècle, des compagnies qui commencent à se rendre compte qu'elles ont eu le ventre trop, trop grand et qui n'arrivent pas à équilibrer leurs comptes. Et on a une première série de nationalisations à la fin du XIXe siècle. C'est la Compagnie des Charentes, autour de Saintes, La Rochelle, etc., qui fait faillite et qui est reprise par le ministère des Travaux publics sous une direction qui s'appelle les chemins de fer de l'État. En 1900, alors là, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est 1905, on a une deuxième nationalisation, qui est celle de la Compagnie de l'Ouest, au départ de la gare Saint-Lazare à Paris, et Montparnasse, d'ailleurs, qui est nationalisée en 1905, si ma mémoire est bonne, mais il faudra vérifier la date, parce qu'elle aussi fait faillite, elle n'arrive pas à assurer la prestation qui lui est demandée dans son contrat de concession par l'État. L'État récupère. Il faut dire que ce sont des régions, la Normandie, la Bretagne, mais surtout la Normandie, où le maillage ferroviaire, région très rurale, hein, avait été conçu de façon très, très dense. On avait un nombre de lignes considérable, d'ailleurs vous pouvez le voir là-dessus. Là, c'est le réseau en 1920 ou 30, et de l'autre côté, c'est le réseau aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile, hein, mais le chemin de fer, c'est 98% du fret, à peu près, hein, à l'époque, au début du XXe siècle. C'est l'essentiel du trafic voyageur des grandes lignes. Trafic voyageur des grandes distances, je veux dire. Hein. On voyageait pas en automobile entre Paris et Cannes en 1905. Ou alors, c'est qu'on était sportif. Hein. Voilà. Et, mais alors, on reste pour les grandes lignes sur un schéma tout à fait centré sur Paris, mais la Troisième République se rend compte qu'elle a besoin des populations des territoires, et de leur économie d'ailleurs, pour s'affirmer et pour s'enraciner sur le terrain, la Troisième République. Et à partir des années 1870, on voit se développer un concept qui diverge profondément de l'étoile de Legrand et qui consiste à essayer d'équiper au maximum en desserte ferroviaire les villes moyennes, voire même les chefs-lieux de canton. Et c'est ainsi qu'apparaît le célèbre Fraissinet, le célèbre plan Fraissinet, qui à la fois est un plan pour les canaux, mais aussi un plan pour les chemins de fer, et qui consiste à dire, bah écoutez, on va desservir toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures, et on va essayer d'aller jusqu'au chef-lieu de canton, puisque depuis 1865, on autorise les départements et les communes à concéder eux aussi des lignes ferroviaires à des entrepreneurs privés ou à leur propre régie. C'est ainsi qu'on voit se développer un maillage territorial. Donc depuis 1865, on en est à la fin du Second Empire, mais ensuite avec le plan Fraissinet à partir des années 1870, on voit se développer un maillage territorial ferroviaire tout à fait considérable. Et on arrive en France à obtenir la densité ferroviaire pratiquement la plus élevée, la plus importante d'Europe. On en arrive à avoir environ 65 000 km j'en suis à 62 500, mais ça varie d'une époque à l'autre parce qu'il y a eu aussi la période
comment dirais-je, d'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne, donc ça nous en enlève une partie. Puis ensuite, ça nous revient en 1919 avec un réseau très fortement développé par les Allemands, qui reste d'ailleurs sous technique allemande. Encore aujourd'hui, on roule à droite en Alsace-Moselle alors qu'on roule à gauche sur le reste du réseau français. Donc environ, on en arrive, dans ces années-là, 1930, à 42 500 km pour le réseau ferré national. 42 500 km. 20 200 km pour le réseau ferré d'intérêt local, les VFIL, les voies ferrées d'intérêt local qui ont un statut particulier puisqu'elles ne sont pas sous concession de l'État, mais sous concession au contrôle des départements, des conseils généraux ou éventuellement des communes pour les tramways. C'est ainsi que dans la région de Grenoble, on va avoir un nombre absolument incalculable de lignes ferrées, de tramways. Vous avez le tramway de Grenoble à Chapareillan, par exemple, qui desservait toute la rive droite de l'Isère à Mont, hein, avec un parcours qui était en partie en site propre, entièrement électrifié, qui a disparu à partir des années 30, quand il a fallu renouveler les voies et puis qu'il a fallu faire de la place à la voiture. Et on a un tramway qui va jusqu'à Beuvray, on a le TGC, le GVL, pardon, le tramway Grenoble-Villard-de-Lans, qui disparaît pendant la guerre à cause des combats et qui ne sera jamais remis en service, mais qui montait par la tour Sans-Venin, qui partait de la place Grenette, qui passait par Cessin, la tour Sans-Venin, où il reste encore un bâtiment voyageur sur la hauteur. Non, il n'y avait pas de crémaillère, c'était en simple adhérence. Ah ouais. Oui, mais ça tourne. D'ailleurs, vous avez deux itinéraires routiers, et vous en avez un sur la gauche qui est moins pentu que l'autre, et qui était celui emprunté par le GVL. Et on arrive à Saint-Nizier, où vous avez quand vous arrivez à Saint-Nizier depuis Grenoble, sur la gauche, vous avez un petit pavillon en pierre de taille, qui est l'ancienne gare. Vous avez la même chose à Lens-en-Vercors, vous avez la même chose à Villard-de-Lans, qui était le terminus. Voilà. Première ligne électrifiée en France, je parle au Dauphinois, puisqu'il y a quand même ce beau drapeau là, que je trouve magnifique. Première ligne électrifiée d'un réseau qui n'est pas un réseau de tramway. Hein. En France, c'est Saint-Georges-de-Comiers-la-Mure, qui est une ligne extraordinaire, minière, hein, et qui est la première à électrifier au tout début des années 1900, sur les falaises qui surplombent le Drac, l'actuel lac du Monténard. Le tracé est creusé et foré dans la falaise à coups de canon depuis la rive opposée. D'ailleurs, ça s'est cassé la figure il y a une dizaine d'années, ce qui fait que le train touristique qui s'est substitué au train de charbon a dû être interrompu. Il a été rétabli, mais seulement entre Lamure et le lieu de l'éboulement, où a été aménagée une plateforme pour admirer le lac du Monténard. Il est maintenant géré sous la responsabilité du conseil départemental. Avec musée, etc. C'est pas mal fait. Malheureusement, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour arriver à déblayer et à rétablir la plateforme à cet endroit, entre deux tunnels, hein, qui surplombent le lac. Voilà. Donc là, on obtient un maillage assez intéressant, avec un total qui avoisine 65 000 km. C'est colossal. La gare de 14, et un maillage qui devait être encore complété. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de lignes dont la construction a été entamée. Dans la région, par exemple, dans les Hautes-Alpes, entre Savines et Barcelonnette. On a commencé la construction de la ligne, la gare de 14 l'a suspendue, et on n'a pas reprise, et on n'a jamais posé les rails. Vous avez encore les ouvrages d'art, vous avez encore la plateforme, vous avez le Saint-Georges-de-Comiers-la-Mure, qui a été poursuivi jusqu'à Corps, d'ailleurs, à une époque, et qui devait être poursuivi jusqu'à Gap, et entre Corps et Gap, pardon, la plateforme a été construite, les ouvrages d'art ont été construits, la voie n'a jamais été posée, parce qu'on arrive dans les années 20, la crise financière et économique, les conséquences de la gare de 14, bien sûr, hein,
et puis la montée en puissance de l'industrie automobile, qui met la main sur l'État et sur les autorités politiques. C'est le cas en particulier dans les départements. Et on va voir dès le début des années 30 les conseils généraux sacrifier leurs réseaux départementaux. C'est le cas dans l'Isère, c'est le cas dans le Rhône de façon caricaturale. Vous avez une ligne qui aujourd'hui serait un réseau qui serait d'une grande utilité, qui partait de la colline de Fourvière et qui allait jusqu'à... il s'appelait le Fourvière Ouest Lyonnais, entièrement électrifié, avec des magnifiques matériels. Je crois que les dernières rames ont roulé en 1952, si ma mémoire est bonne, enfin bon, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est ça. Il partait donc de Fourvière, de Saint-Just très exactement, et il traçait jusqu'à, si vous connaissez un petit peu, Craponne, il allait jusqu'à Vaugneray, et il allait jusqu'à Mornan. Donc c'était une zone qui est aujourd'hui est tout à fait impraticable en voiture, hein, puisque vous avez des embouteillages monstrueux matin, midi et soir. La plateforme, les ouvrages d'art ont été détruits, la plateforme a été aliénée à plusieurs endroits, et aujourd'hui on se demande comment on va faire pour aller jusqu'à Craponne avec un système de transport public qui soit à peu près efficace. Alors on a bricolé avec des autobus et une section de l'ancienne voie du tramway qui a été transformée en route réservée aux autobus à hauteur de Craponne. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que les voisins, Craponne c'est classe moyenne supérieure, hein, qui ont de belles villas à cet endroit-là, refusent d'être dérangés le week-end, ont bloqué les autobus, ce qui fait qu'ils n'acceptent le passage des autobus que les jours de travail, et les samedis et les dimanches, eh bien, ces autobus, qui parfois vont très loin d'ailleurs, et qui sont très fréquents, sont obligés de passer par la voirie générale, et donc de subir les embouteillages. Voilà. Pour vous dire un petit peu les enjeux aussi sociaux de ce type de problème. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc avec un système qui est à la fois concurrencé par une industrie naissante qui a, au service de laquelle se sont mises les autorités. La République arbitre peu, mais sert beaucoup. Et je pense que je ne serai pas contredit par Henri. Et là, elle a servi, après avoir servi l'industrie sidérurgique et métallurgique et charbonnière durant le XIXe siècle pour développer le chemin de fer d'une façon d'ailleurs un petit peu excessive. Il faut bien dire que relier tous les chefs-lieux de canton par chemin de fer, c'était pas nécessairement nécessaire. Hein, dans un pays qui était quand même un des pays qui se développait sur le plan démographique le moins en Europe. Déjà. Sans parler de la guerre de 14. Mais donc, d'autant plus que le plan Freycinet a été exécuté à l'économie. C'est-à-dire qu'on a fait des lignes de chemin de fer, certes, qui rentraient dans les territoires au plus profond, mais on évitait de faire des tunnels et des ponts, et on suivait les courbes de niveau. Donc on avait évidemment des vitesses et un confort qui étaient assez peu convaincants. Voilà. Ce qui a entraîné par la suite d'ailleurs des fermetures en masse. Enfin, ce qui a contribué à entraîner des fermetures en masse. Donc cet État, dans les années 30, commence à prendre des mesures en disant bah, écoutez, on va faire de la coordination, il n'y a pas de raison que la route vienne concurrencer le rail, ou que le rail concurrence la route, on va faire un système, l'État va arbitrer entre les deux industries. On est toujours dans le transport terrestre, hein, normalement ça devrait se compléter, donc il n'y a pas de raison de ne pas le compléter, mais donc on va arbitrer, et on a les décrets dits de coordination qui paraissent en 1934, qui ne sont pratiquement pas appliqués, c'est-à-dire qu'on supprime
très peu de lignes à cette époque-là. On en supprime un petit peu. Les premières qu'on supprime, c'est sur le réseau de l'Ouest, qui est le réseau de l'État. Déjà, l'État est en tête, prend l'initiative, avant même 1938, date clé, qui est la date de la nationalisation. Donc on a des compagnies dont l'État prétend assurer l'équilibre financier, garantit les emprunts, mais auquel il a demandé beaucoup d'efforts, un petit peu d'ailleurs comme pour les autoroutes aujourd'hui. On leur dit, bah, écoutez, on veut bien vous poursuivre la concession. Ça marche pareil, hein, les autoroutes aujourd'hui, avec les systèmes ferroviaires de l'époque. Hein. On vous poursuit la concession, mais vous nous construisez telle autoroute qui ne sera pas rentable du tout. Ça a été un petit peu le même système. Et donc, le système ne tient plus sur le plan économique et financier. Nous avons des voisins qui ont nationalisé et unifié la gestion de leur réseau, que ce soit en Italie avec les Ferrovie dello Stato, du réseau principal en tout cas, que ce soit l'Allemagne avec la Deutsche Reichsbahn, que ce soit la Belgique avec la SNCB qui nationalise ces deux compagnies principales avant nous, si ma mémoire est bonne, et la Suisse dès 1902 ou 4 avec les CFF, eh bien, nous en arrivons à la même conclusion et l'État français nationalise, c'est la Chambre du Front Populaire, le 1er janvier 1938, crée la SNCF, qui est une société nationale, en fait c'est une société d'économie mixte, puisque l'État détient à ce moment-là, pour une concession de 45 ans, hein, 1938-1983, détient 50,1% des parts, et les anciennes compagnies, les actionnaires des anciennes compagnies en détiennent le reste. Voilà. Paris-Orléans, d'ailleurs, je crois que c'est toujours coté en bourse. En tout cas, ça l'a été longtemps, mais c'est devenu une société financière. Voilà, bon. On s'adapte. Ces compagnies étaient adossées à des grandes banques, hein, d'ailleurs, dès le départ. Hein. Voilà. Et donc, que se passe-t-il à ce moment-là? Donc, l'État prend les manettes de l'ensemble du réseau ferroviaire national. Il avait déjà l'Ouest et les Charentes sous la dénomination État, et puis il avait l'Alsace-Moselle qui nous était revenu en 1919, qui n'avait pas été restituée à la Compagnie de l'Est, mais qui avait été prise en main directement par le ministère des Travaux publics, sous le terme de AL. Les Allemands avaient appelé ça EL, Elsass-Lothringen, c'était devenu Alsace-Lorraine, c'était pas difficile. Un réseau magnifique avec des gares somptueuses. Les Allemands avaient investi des fortunes pour germaniser et pour convaincre les populations. La gare de Strasbourg est magnifique. La gare de Metz, quand je rentrais de mon service militaire, j'admirais le magnifique buffet de la gare de Metz, etc. Mais toutes les autres d'ailleurs, avec un maillage très dense. Et donc la SNCF prend en main le réseau principal, c'est-à-dire 42 500 km de voies, de lignes. Et la première décision, 1938, on supprime 4 500 km de lignes au service voyageurs. 1939, on en supprime à peu près autant. En 2 ans, on supprime plus de 9 000 km de lignes sur les 42 500, c'est-à-dire presque le quart du réseau français principal. Je ne parle pas des réseaux départementaux qui commençaient déjà à se réduire. Aux voyageurs, on laisse les marchandises pendant quelques années, ça va disparaître ensuite, assez rapidement. 9000 et quelques kilomètres en 1938, supprimés donc, c'est l'équivalent de 3 fois la longueur, le linéaire des lignes TGV actuelles, qui cumulent environ 3000 km. Voilà. Pour vous donner un peu l'ampleur du ravage. Et c'est ainsi qu'on voit les premières préfectures perdre leur train, Privas. Le Pouzin Privas s'est supprimé dans ces années-là. Grenoble-Saint-Rambert d'Alban, qui permettait
aux gens de Vienne de venir à Grenoble et inversement, sans passer par Lyon. C'est dans ces années-là aussi, etc. Et ça continuera chaque année avec des amputations du réseau plus ou moins importantes chaque année. On en est aujourd'hui, si on enlève les 3000 km de ligne à grande vitesse, on en est environ à 25 000 km. C'est-à-dire qu'on a quasiment divisé 25 000 km, sachant qu'il y en a une partie qui est uniquement en fret, la rive droite du Rhône par exemple. C'est quand même 200 et quelques kilomètres de long. C'est-à-dire qu'on a divisé le réseau par deux, sachant que le réseau départemental, lui, a totalement disparu à deux exceptions près. La Corse, dont la collectivité territoriale a remarquablement relancé son réseau d'ailleurs, et la ligne entre Digne et Nice, une ligne de 150 km, magnifique, qui est une des plus belles lignes d'Europe, à voie métrique, qui part de Nice et Nice CP et qui va jusqu'à Digne. Et quand vous arrivez à Digne, vous n'avez pas de correspondance avec la SNCF, puisque la ligne entre Digne et Saint-Auban, c'est-à-dire la ligne de la Durance, Marseille-Briançon, et ben cette ligne de 20 et quelques kilomètres a été tout simplement fermée. Voilà, donc vous débrouillez alors que vous avez eu des liaisons Genève-Digne avec correspondance sur Nice, qui s'appelait l'Alpe Azur, que j'ai prise d'ailleurs dans mes jeunes années, qui marchait très bien parce que c'était une véritable attraction touristique. Voilà. Et puis pas seulement touristique. Donc tout ça nous amène à aujourd'hui. On continue de fermer. On a un tout petit peu réouvert, mais on continue de fermer. Par exemple, on a fermé, alors c'est certainement la décision la plus scandaleuse qu'on puisse imaginer, on a fermé un bout de ligne de 47 km entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Vous avez une ligne directe entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand qui passe par Montbrison, Bohain, sur Lignon, je ne sais pas si vous connaissez le coin, Noir-Étable, Thiers, Clermont-Ferrand. Eh ben, on a gardé 2 moignons, parce qu'on a fait une analyse purement financière des choses. On s'est dit, bon, là il y a du monde, entre les deux il y en a moins, donc on supprime. Et on a fermé entre Bohain et Thiers. D'ailleurs, dans un premier temps, entre Montbrison et Thiers en 2016, et puis ensuite, 2 ans plus tard, à la demande et avec la supplication du maire de Bohain, qui pourtant est un entrepreneur, est un autocariste. Le maire de Bohain, il a une entreprise de transport routier, il a supplié qu'on rouvre, pour satisfaire ses citoyens, qu'on rouvre les 18 km qu'il y a entre Montbrison et Bohain, et on les a rouverts, avec un financement de SNCF Réseau tout à fait minoritaire, pratiquement nul, avec un financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un financement des départements et avec un financement de l'intercommunalité, dont c'est absolument pas la compétence. Elle n'a aucune compétence, pas plus que le département dans le ferroviaire. C'est pour vous dire. Et là, il y a un collectif d'associations et d'élus qui se bat depuis des années, et qui sont tout à fait courageux, et qui demandent la réouverture. La ligne n'a pas été retranchée du réseau. Il y a plusieurs stades. On peut supprimer le trafic en disant que, comme SNCF Réseau l'a dit à cette époque, en 2016, ah c'est l'été, les rails vont se tordre, donc on ne peut pas exploiter, on ferme. Donc les rails se sont peut-être tordus, je ne sais pas, mais enfin on aurait pu les changer. Il y en avait pour 50 millions d'euros à l'époque, avait-il évalué, pour rénover cette section. Aujourd'hui, les dernières informations que j'ai nous donnent un devis à 150 millions d'euros. Donc inaccessible évidemment, d'autant plus que la région, Auvergne-Rhône-Alpes, Vauquier, de même d'ailleurs que la région Occitanie, qui pourtant a beaucoup investi dans l'infrastructure ferroviaire ces dernières décennies, viennent de dire, bon écoutez maintenant à l'État, on a beaucoup donné, on arrête. C'est votre réseau, vous financez le réseau. Nous on vous paye des droits pour faire circuler nos TER, vous allez arrêter de nous demander du pognon pour... on n'est pas les locataires, on ne va pas demander aux locataires de changer la chaudière. Et on a vu une convergence ces derniers mois, dernières semaines même, entre Vauquier et Delga, avant la réunion
la grande conférence des régions de France qui s'est tenue à Saint-Malo au mois de septembre, pour dire maintenant on arrête les frais, à l'État de prendre ses responsabilités, sinon on ferme. Et il y a de quoi fermer. On a été à 2 doigts de fermer une section centrale sur Clermont-Ferrand-Nîmes, la ligne des Cévennes, qui est aussi une ligne interrégionale, donc qui devrait logiquement, a fortiori, revenir à l'État, puisque c'est entre 2 régions. On a été à 2 doigts de fermer cet automne, cet été plutôt, la section nord entre Saint-Chély-d'Apcher et Neussargues, de la ligne Béziers-Neussargues, qui traverse l'Aveyron, qui monte jusqu'au Cantal, là-haut, qui dessert Saint-Flour. Et c'est parce que l'usine ArcelorMittal à Saint-Chély-d'Apcher reçoit son acier depuis Fos par Clermont-Ferrand, par cette ligne-là, et que cette entreprise ArcelorMittal vient d'investir 10 millions d'euros pour une nouvelle ligne de production, que l'État s'est dit, bon, on va quand même mettre quelques millions d'euros pour renouveler des rails qui datent de 1920 et assurer le passage des trains de fret. Il y a 2 trains de fret, 1 ou 2 trains de fret par jour. Voilà. C'est pour vous dire où on en est. Donc ça continue. Et je terminerai justement, je suis peut-être long, tu me dis, hein, Henri. Je terminerai juste en disant qu'aujourd'hui, la plupart des transversales donc, qui évitent Paris ont disparu. On garde bien sûr les transversales de l'étoile de Legrand, c'est-à-dire Bordeaux-Marseille et au-delà jusqu'à Vintimille. Je vous rappelle que Bordeaux-Vintimille, c'est 940 km quand même. Ça concerne du monde. Hein. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Toulon, Nice, ça fait quand même 6 métropoles. On a supprimé, on a limité les Bordeaux-Nice, on les a limités tous à Marseille. Ce qui fait que si vous voulez faire Toulouse-Nice ou Montpellier-Toulon, vous êtes obligé de changer à Marseille et d'attendre 3 quarts d'heure. Alors, il est question de rétablir un intercité, mais parce que là on est sous le régime intercité, c'est-à-dire une convention de l'État avec des entreprises ferroviaires, en l'occurrence la SNCF. Voilà. Donc les Bordeaux-Lyon a disparu. Un des itinéraires a été interrompu, c'est-à-dire que la voie a été neutralisée entre Clermont-Ferrand et Ussel. Les trains directs Lyon-Bordeaux par Montluçon ont disparu, et les correspondances entre les TER des 2 régions à Montluçon, c'est la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, ne sont pratiquement pas assurées, donc on ne peut plus relier ces villes. Une coopérative s'est montée qui s'appelle RAICOP pour rétablir sous le régime donc, de ce qu'on appelle les services librement organisés, donc aux risques et périls de l'entreprise, sans convention avec l'État, alors que jusqu'en 2014 on était sur un intercité conventionné par l'État. C'est l'État qui a retiré la convention, qui l'a supprimée. RAICOP donc voulait rétablir ça, mais est à l'heure actuelle en cessation de paiement. Ça a fait un petit peu d'actualité ces dernières semaines. Va peut-être être adossé à un investisseur espagnol, mais on ne sait pas trop. Bref, aujourd'hui on se retrouve avec un réseau qui est revenu à l'étoile de Legrand initiale, c'est-à-dire que quand vous voulez faire Bordeaux-Lyon, vous faites passer par Paris. Voilà. Quand vous voulez faire Nantes, on vous fait passer par Paris. Alors on fait passer par Paris parce que ça va vite avec les lignes à grande vitesse, parce que vous pouvez avoir effectivement des TGV directs, encore quand les TGV dits intersecteurs, c'est-à-dire qui transitent par l'Île-de-France, mais qui vont de région à région, sont progressivement émondés pour laisser de la place sur les lignes à grande vitesse les plus fréquentées, c'est-à-dire grosso modo Paris-Lyon, pour laisser de la place à d'éventuels concurrents. Parce qu'il faut ouvrir le réseau à la concurrence. Donc ça c'est l'ordre de l'Union européenne, et on voit effectivement des concurrents arriver, en particulier les Italiens de Frecciarossa, avec leur Frecciarossa Trenitalia, qui est la compagnie nationale italienne, hein, la SNCF italienne, qui organise des Paris-Lyon, en plus de ces 2 Paris-Milan.
concurremment à la SNCF. On peut prendre le train de cette compagnie italienne, qui est d'ailleurs un confort remarquable, de Paris à Lyon, hein, mais on ne peut pas prendre de Lyon à Paris. Ah oui. Ma fille l'a expérimenté alors. C'est récent. C'est récent. Oui. Paris-Lyon, Ouais. par la compagnie italienne, donc Ouais. qui continue après jusqu'à Milan ou Turin. Ouais. Hein. Milan. Mais quand elle a voulu prendre le retour par ce même train italien, non. C'était pas lié à l'effondrement de je la sais Maurienne. pas. Hein. Parce que Il faut vous savez, prendre de TGV, il y a eu- TGV français. il y a eu un effondrement en Maurienne qui coupe la ligne ça n'a rien à voir avec ça. franco-italienne. Non, c'était D'accord. avant ça. D'accord. Non, c'était le... C'est le... Je sais pas. C'est mystérieux. Je sais pas. C'est mystérieux parce C'est- qu'en c'est- général, les rames ne reviennent pas à vide. Non, mais c'est... Ouais, non, mais il y a eu un Non, parce que bug. c'est le train qui vient d'Italie s'arrête à Lyon pour les Italiens, mais les Français ne peuvent pas le prendre pour aller à Paris. C'est ce que j'ai compris. C'est curieux ça. Il faudra C'est ce que ma fille m'a affirmé. Elle n'a C'est à pas pu suivre. le prendre de retour Ouais. par le même train. Mhm. Donc l'aller-retour, c'est Italie et puis après le TGV. Voilà. Et alors, je conclurai là-dessus, c'est que le démaillage du réseau renvoie évidemment, renvoie les voyageurs qui effectuent un trajet de bout en bout, par exemple Bordeaux-Lyon, les renvoie sur des TGV avec correspondance éventuellement à Paris ou à Massy, qui redescendent ensuite sur Bordeaux. Donc d'abord c'est plus cher. On perd du C'est temps pour pas- passer d'un train à l'autre. On perd du temps pour passer Le un temps train à l'autre. gagné, Absolument. soi-disant par la vitesse, Voilà. on perd dans Voilà. le transbordement. On encombre des TGV radio, puisque les radios AUX, hein, c'est-à-dire que effectivement, on encombre la région parisienne, si vous voulez, qui n'a pas nécessairement besoin de ça. Hein. Et surtout, le plus grave, c'est que on marginalise, on déshabille complètement toutes les agglomérations qui se trouvaient sur l'itinéraire ancien, l'itinéraire transversal. Alors, j'ai un exemple sur lequel j'ai pas mal travaillé pour Rail du Sud, c'est Montluçon. Montluçon, c'est fascinant. Montluçon, c'était une ville très industrielle qui concurrençait Clermont-Ferrand dans les années 1950. Sidérurgie, métallurgie, textile, électronique avec Landy Ségir, pneus, chimie, tout à fait, voisine d'un bassin minier de Commentry, etc. Montluçon aujourd'hui a une population réduite au niveau de celle de 1920. Moulins, qui était relié à Montluçon par une ligne ferroviaire directe très bien tracée, qui aurait pu être parcourue à 140 km/h, qui a été fermée dans les années 70. Moulins a une population, donc la préfecture de l'Allier a une population qui est réduite à celle du niveau de 1880 aujourd'hui, la commune de Moulins. Montluçon était une ville, était une gare où transitaient des Paris-Aurillac par la ligne la plus directe, donc Paris, Vierzon, Montluçon, et qui descendait ensuite sur Aurillac par une ligne qui a été interrompue par la création d'un barrage, le barrage de Bord-les-Orgues dans les années 50. Donc on n'a pas reconstruit la ligne sur le bord du barrage, on a préféré la couper. Montluçon était à la croisée aussi d'une ligne, de l'axe Bordeaux-Lyon, qui vit passer, je suis en train de travailler dessus d'ailleurs, parce qu'il y a eu un très bon papier là récemment dans un magazine technique et historique, qui a vu passer des Genève-Bordeaux, pas seulement des Lyon-Bordeaux, mais des Genève-La Rochelle, des Milan-Bordeaux, etc. Enfin, des voitures qui étaient accrochées à des trains jour et nuit, hein, et qui ensuite s'éclataient un petit peu de partout. Il reste plus... Montluçon avait à l'époque disposé de 9 destinations ferroviaires. C'est-à-dire que vous aviez une étoile ferroviaire entre Montluçon, Commentry et des agglomérations voisines, mais je dirais le bassin, a disposé de 9 axes ferroviaires
dont un qui partait sur Châteauroux, par la Châtre, un autre qui, etc. Un autre qui partait sur Moulins, un autre direct sur Clermont-Ferrand. Alors c'est fabuleux d'ailleurs parce que la section de l'itinéraire le plus rapide, le plus court entre Montluçon et Clermont-Ferrand a été ouvert en 1931, a été fermé en 1938. Ouvert en 1931 par la compagnie du Paris-Orléans, avec des gares magnifiques. Hein, la gare de Néry-les-Bains, juste à côté de Montluçon, j'ai fait des photos, est un bijou d'architecture. Hein. Et en 1938, la SNCF ferme le trafic voyageurs, garde juste une ou deux voitures thermales qui viennent de Paris de temps en temps. Il reste aujourd'hui à Montluçon 3 destinations. Il y en avait 9 à l'époque, au maximum. Il en reste 3. Donc là, vous l'avez sur la carte. Hein. On est trop loin, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais Montluçon est ici, n'est-ce pas? Voilà, est ici. Il reste la ligne qui allait sur Châteauroux et Tours a été fermée depuis Belle-Lurette. La ligne qui allait vers le sud sur Aurillac, Bord-les-Orgues, etc., qui descendait jusqu'ici, a été fermée aussi. Moulins, etc. 9 destinations au maximum, il en reste 3, sans aucun trafic transversal, c'est-à-dire que vous avez des TER, quelques rares, 2 qui arrivent de Limoges tous les jours, qui terminent en gare, avant de repartir dans l'autre sens, qui sont pratiquement pas en correspondance avec les 6 TER qui vont Auvergne-Rhône-Alpes, qui vont jusqu'à Clermont-Ferrand. Montluçon, qui fait partie désormais de la même région que Lyon, et dont Lyon est évidemment la préfecture de région, n'est plus relié par train à Lyon, puisque autrefois c'était les Lyon-Bordeaux qui effectuaient cette mission. Ce qui fait que pour aller de Montluçon à Lyon, vous êtes obligé ça relève, c'est quasiment comique, alors c'est entre autocar, TER, ou bien TER plus TER en passant par Riom, donc vous mettez un temps infini, c'est totalement absurde. Et vers le nord, les trains directs qui existaient sur Paris, qui existaient depuis la création du chemin de fer, eh ben, ont disparu. Parce que, bon oui, vous comprenez, il fallait changer de locomotive à Vierzon parce que la partie sud, entre Vierzon et Montluçon, n'est pas électrifiée. Une ligne d'ailleurs qui a été mise à voie unique, alors qu'elle était à double voie à l'origine. Donc on n'a pas de matériel, bimode, c'est-à-dire électrique diesel. Donc ben, vous allez changer ou à Bourges ou à Vierzon, et puis voilà. Et donc aujourd'hui vous mettez autant de temps qu'en 1920. J'ai étudié, c'est pour vous dire un petit peu l'état du service public de transport dans ces régions. J'ai étudié les horaires de 1956 des trains entre Montluçon et sa préfecture Moulins. Eh bien, le temps de parcours est exactement le même qu'aujourd'hui en autocar, alors que l'autocar dessert moins de gares, et en particulier il ne dessert pas Commentry, qui est une agglomération assez importante, hein. C'est une ancienne agglomération minière, mais qui est toute proche de Montluçon, alors qu'il ne dessert pas Commentry. Hein. Et la fréquence est la même qu'à l'époque, c'est-à-dire 4 allers-retours quotidiens. Voilà où on en est. Et cet exemple-là, il peut être multiplié à l'infini dans les territoires. Moi, je connais les 3 grandes régions du Grand Sud-Est, hein, sur lesquelles je travaille, mais en dehors de ça, c'est partout pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on a une dégradation des dessertes, donc une marginalisation, puisque si vous voulez faire venir une entreprise dans une ville qui a perdu ses trains ou qui en a si peu qu'ils sont dissuasifs, eh ben, vous aurez plus de mal que si vous avez une bonne desserte. Pendant ce temps-là, l'Allemagne rouvre du réseau, elle en avait moins fermé que nous, elle en rouvre pas mal d'ailleurs, aussi bien
avec l'aide des lenders que du Bund, donc de la fédération. La Suisse n'en a pratiquement jamais fermé. Elle a un réseau qui est tout à fait exemplaire puisqu'il est cadencé sur l'ensemble des lignes, quelles que soient les sociétés exploitantes. Vous avez les chemins de fer fédéraux, puis vous avez des sociétés publiques d'ailleurs, qui sont cantonales et qui font un travail tout à fait remarquable. Vous avez une transparence totale, c'est-à-dire que vous achetez un billet sur un funiculaire, vous pouvez prendre votre billet quasiment jusqu'à Paris. Voilà. Intégration donc de la billettique, alors qu'en France c'est le contraire, hein, puisqu'aujourd'hui si vous avez une carte avantage senior ou avantage week-end, etc., ben, elle est valable en Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle est plus valable en PACA. Donc si vous voulez, j'ai amené un ami handicapé qui aime bien faire du train parce que ça le fait voyager. On avait décidé d'aller se promener du côté de Lussacre-Haute et puis un peu plus loin jusqu'à Veynes. Alors on nous a dit, bah écoutez, c'est bien, mais alors là, vous savez, votre ami handicapé, il a effectivement une carte Auvergne-Rhône-Alpes qui lui permet de voyager pour 10% du prix, avec un accompagnateur gratuit. Moi j'étais l'accompagnateur, donc heureux. Alors on dit, ben, on voudrait aller jusqu'à Veynes. Ah mais oui, mais Veynes c'est dans les Hautes-Alpes, c'est PACA, et il ne l'accepte pas. Donc ben, je dis, ben, on va s'arrêter à Lussacre-Haute, c'est encore dans la Drôme, c'est juste avant la limite des Hautes-Alpes, c'est encore dans la Drôme. Et donc on aura le tarif Auvergne-Rhône-Alpes, et on est allé se balader à Lussacre-Haute. Ouais. C'est très agréable d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est pour vous dire, on a un système qui est complètement éclaté. Ça mériterait une deuxième conférence, si vous voulez. Mais on va s'arrêter là. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le fret? Est-ce que quand même la désindustrialisation de la France a fait que le fret, il n'y avait plus de pondéreux qui pouvaient passer par le train, puisqu'il n'y en avait plus de sidérurgie, donc il n'y avait plus de raison. Et pour le fret container, pourquoi la SNCF n'a pas su répondre aux besoins de transporter des containers? Alors que là c'était quand même plus facile. Elle le fait elle le fait. Le système ferroviaire français, parce que la SNCF, elle est plus le seul transporteur de fret, hein, depuis les années 2010 à peu près. Hein. Il y a une libre circulation moyennant évidemment une autorisation de circulation par les autorités techniques, mais vous avez la DB, les Allemands, qui tractent des trains sur tout le réseau français, les Belges, etc. Quelle est la proportion? En volume ou en... Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Je dirais que c'est de l'ordre, jusqu'à présent, on doit être de l'ordre de 30 à 70. 70 pour la SNCF, enfin pour le groupe SNCF, parce que la SNCF a des filiales. Hein, des filiales, elle a par exemple une filiale pour le transport international de fret, hein, elle a une filiale pour l'intermodal. Alors, ce qu'il faut voir, 1960, le fret passe à 70% par le rail. Alors, 2019, 9%. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, on est à 11%. Ça va rebaisser parce qu'il y a eu les grèves et parce qu'il y a la Maurienne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de trafic ferroviaire entre la France et l'Italie pendant pratiquement un an. Si, ça joue quand même. Oui, c'est temporaire. C'est temporaire, mais ça va impacter le résultat annuel. Hein, sur une dizaine de mois. Quoi. Je crois que c'est de cet ordre-là, mais c'est difficile à évaluer parce que maintenant les entreprises retiennent l'information. Moi je me rappelle m'être baladé à la direction régionale de la SNCF à Montpellier, j'allais dans tous les bureaux, je prenais les chiffres d'affaires des gares et tout, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, tout est verrouillé. Quelle raison? Parce qu'il y a de la concurrence en vue. Tout est verrouillé, vous êtes obligé de passer par les services de presse, et les services de presse
transmettre la demande à la direction et la direction donne son feu vert ou pas. Et généralement, elle ne le donne pas. Elle vous convoque dans son bureau en disant ben voilà ce qu'on va vous dire. Hein. Et puis on vous enregistre en plus. Voilà. Non, mais c'est quand même. Alors, il y a de la relance. Alors, pour le fret, il faut savoir que voici une quinzaine d'années, Fret SNCF a décidé du jour au lendemain de supprimer le wagon isolé. Vous chargez, vous êtes une entreprise, je prends l'exemple d'une entreprise suisse qui s'appelle Syngenta, qui fait de l'engrais pour l'agriculture et qui a un site du côté de Lunel, dans l'Hérault. Branché, il y avait des wagons suisses qui arrivaient, on les voyait en passant avec le train, ils arrivaient toutes les semaines, 2, 3, 4 wagons. Voilà. Ça a disparu. Du jour au lendemain, ça a disparu. L'usine Perrier, Et ça a disparu parce qu'on ne peut pas se raccrocher à des convois. Non, parce que la SNCF a dit, moi, j'y perds de l'argent. Aller ramasser sur une ligne fréquentée, sur un embranchement qui est sur une ligne fréquentée, aller ramasser 3 wagons par semaine, ça ne m'intéresse pas. Vous passez à la route. Voilà. Et ils en sont revenus. Ils en sont revenus parce que depuis 2 ans, ils se sont dit, ou 3, il y a quand même un marché peut-être là-dessus. Hein. On a supprimé des centaines et des centaines de gares. Par exemple, on parlait de Saint-Étienne-Clermont-Ferrand, à Noiretable, vous aviez un faisceau fret considérable qui servait à la fois au transport de bétail et au transport de bois. Parce qu'il y a de la foresterie en grande quantité dans les monts du Forêt. Eh bien, plus rien. Et là, depuis quelques années, ils se sont dit, bon, on va relancer quand même. Alors, ils ont appelé ça multilo multi-client. Donc, on met un joli nom. On ne dit pas qu'on rétablit le wagon isolé, mais on dit que dans les cas où ça va être relativement équilibré, où le bilan financier va être équilibré, on va pouvoir le faire. Et donc, ils ont rétabli un petit peu, mais ils se heurtent à un autre phénomène, sachant qu'on a séparé à la fois l'exploitation et le réseau. Hein. SNCF Réseau a une autonomie financière totale par rapport à SNCF Voyageurs ou Fret SNCF. C'est que l'infrastructure se dégrade à grande vitesse. C'est qu'on a un des réseaux les plus vieux, les plus archaïques d'Europe. C'est qu'on investit par tête d'habitant 10 fois moins que les Suisses et 3 fois moins que les Allemands. Et moins que les Italiens. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des lignes qui disparaissent. Parce que SNCF Réseau dit à tel chargeur qui a dans l'Est, qui fait des céréales, hein, et qui a des silos, et puis qui veut envoyer des trains complets, hein. Dit, mais là, sur 15 km, non, on ne peut plus passer parce que la voie, ça va dérailler. Mais ce qui souffre, c'est le rail, c'est le ballast. C'est tout. C'est tout, il faut l'entretenir. Ça s'entretient. Alors, c'est plus résistant qu'une route. Si vous faites passer l'équivalent de camion pendant 40 ans sur la même route, sans l'entretenir, il va y avoir un problème, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, écoutez, on va demander à la région. La région, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de ressources. On a les régions les plus pauvres d'Europe. Hein. Il faut savoir que les régions ont très peu de ressources par rapport aux régions italiennes, espagnoles ou allemandes. Hein. Elles n'ont pas compétence sur le réseau physique, alors que, légalement, alors que depuis des années et des années, elles investissent néanmoins. Et donc, quand les régions ne veulent pas ou ne peuvent pas, on se retourne vers qui? Vers les chargeurs. Et on dit aux chargeurs, ben, si vous voulez qu'on fasse circuler vos trains de céréales, vous mettez du fric. Et on renouvellera la voie. Et ça s'est fait déjà. Hein. Mais il y a un cheminot allemand que je connais, qui s'appelle Christian Jobst, qui est un type passionnant, un très bon photographe, qui marche sur les lignes abandonnées du réseau français. Et il a une collection de photos fascinantes sur Internet. Ça s'appelle railwalker.de. Bon. Et ce gars qui est adorable, qui est cheminot allemand, il vient, il passe ses vacances avec et il fait ses photos. Et il a relevé récemment, il a comparé cette carte-là
avec la carte d'il y a 2 ans, la même. Donc il y a un atlas disponible sur Internet, hein, vous verrez, sur sncfréseau.fr. Il a comparé et il a entouré, il a fait des captures d'écran et il a entouré toutes les lignes qui avaient disparu. Dans l'Est, c'est impressionnant. À des lignes de 5, 15, 10 km, pas plus. Et ça continue de fermer. Comment voulez-vous charger des trains de fret? Si vous voulez, l'entrepreneur qui charge, je sais pas moi, par exemple, de la laine de roche, pour, c'est très à la mode en ce moment la laine de roche, hein, pour, voilà, bon. Vous avez une entreprise de laine de roche à Saint-Éloi-les-Mines. C'est au nord-ouest des Puy-de-Dôme. Usine embranchée. Ligne, de la ligne qui va vers Volvic, abandonnée, fermée. Vous avez les rails. Il a fait la photo. Vous avez un faisceau de voies extraordinaire, avec des quantités de céréales qui poussent au milieu, et vous avez l'usine qui est juste à côté. Voilà. Pareil, je ne sais pas si vous connaissez la vallée de la Brévenne. La vallée de la Brévenne, c'est à l'ouest de Lyon. C'est entre, je ne sais pas si vous voulez, Saint-Bel, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Bel, c'est une ancienne ligne qui avait été imaginée et financée et construite par des financiers italiens, les frères Mangini, au XIXe siècle, qui reliait Lyon-Saint-Paul, magnifique gare, qui était le siège de leur société, la Société des Dombes et du Sud-Est, hein, jusqu'à Montbrison. Et ils voulaient en faire une voie d'accès, ils voulaient en faire un maillon de la liaison la plus courte entre Bordeaux et Lyon. Voilà, les frères Mangini. Eh bien, il en reste des petits morceaux, un petit bout pour le train-tram de l'Ouest lyonnais qui a été rénové jusqu'à Saint-Bel, donc de Lyon-Saint-Paul à Saint-Bel. Et entre Saint-Bel et Sainte-Foy-l'Argentière, dans la vallée de la Brévenne, vous avez encore la voie. Alors la voie, elle a servi jusqu'à fin 2019 à transporter des trains de ballast destinés à SNCF Réseau et extraits à Courzieux-Brucieux, aux Carrières de la Patte, donc sur cette voie en amont de la vallée de la Brévenne. Eh bien, SNCF Réseau a dit, écoutez, on a quelques ouvrages d'art là qui commencent à fatiguer, on a une voie qui... les rails commencent à s'écarter, on n'a pas l'argent, il manque 10 millions d'euros là pour une vingtaine de kilomètres, on va passer à la route, on va dire à la Farge, écoutez, on ne peut plus transporter vos gravats, votre ballast neuf, hein, donc, voilà. On ne peut plus le transporter, on passe à la route. Ce qui fait que la vallée de la Brévenne, où il y a déjà pas mal de monde, hein, puisque elle relie grosso modo l'agglomération, le nord-ouest de Lyon à la plaine du Forêt. Hein, c'est un des axes qui traverse les monts du Lyonnais. Et ben, il voit passer, je ne sais plus combien, on avait donné le chiffre, 1200 camions par an en plus. Voilà. En fin de compte, pour l'État, ça a donné quoi, toutes ces suppressions? Ça a donné quoi comme bénéfice? Alors, j'avais un chiffre, alors, je ne sais pas si je l'ai retrouvé parce que j'ai pris trop de notes. C'était très faible. C'est-à-dire qu'en fait, un cheminot disait jadis, le jour où il n'y aura plus de réseau, il n'y aura plus de déficit. Donc ça... Voilà. Alors, en fait, c'est une... Dans les années 60, je crois que c'est les années 60, mais c'est peut-être même avant, le ministère des Finances a dit à la SNCF, société publique, a dit à la SNCF, écoutez, voilà, vous avez tant de kilomètres train aujourd'hui, si vous créez de nouveaux trains, vous en supprimez d'autres. On exige que vous ayez une masse de kilomètres train permanente qui n'augmente pas. Donc, quand on s'est mis à créer des trains, quand la SNCF s'est mise à créer des trains dans les années 60 à 200 km/h,
Alors, on n'a pas attendu les lignes à grande vitesse hein, pour faire du Paris-Lyon en 3h30. Hein, il y a quand même 400 km par Dijon. Et ben, il fallait en supprimer ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Les dirigeants de la SNCF qui sont... on passe son temps à accabler la SNCF. Ok, elle a ses responsabilités, hein, mais c'est Bercy qui a ses responsabilités, les premières. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des exceptions de circulation. C'est-à-dire, les horaires des trains de voyageurs des années 70 sont à hurler de rire. C'est-à-dire que vous n'avez pratiquement pas un train qui circule tous les jours. Donc, sur des lignes régionales, on vous donne, ben voilà, tous les jours, sauf les lendemains de fête, les vendredis soirs et les mardis matins, etc. C'était totalement incompréhensible. Et donc, on a dissuadé nos chers voyageurs de prendre le train. Je vais vous donner des exemples qui sont fascinants. Ça reste encore le cas aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, parce que les régions financent le TER à fond perdu. Hein, c'est le taux de couverture des coûts par les recettes commerciales pour les TER, ça doit être de l'ordre de 25%. J'avance un chiffre, ou 30%. Ça dépend des lignes. Hein. C'est sûr que sur Grenoble-Lyon, c'est supérieur à Grenoble-Gap. Hein. Voilà. Donc ça a été un choix malthusien, probablement soutenu, contrairement à ce qu'il disait par un certain nombre de syndicats qui préféraient qu'on ferme un service et qu'on ferme une ligne plutôt que d'accepter qu'on ait une conduite à agent seul à une certaine époque, ou plutôt que d'accepter la suppression des contrôles systématiques. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on est arrivé sur certaines relations, par exemple, vous allez sur, je ne sais pas si sur Lyon-Saint-Étienne, vous avez des contrôleurs en permanence, mais en tout cas les Suisses le font, hein, c'est-à-dire que sur certaines liaisons régionales, il y a d'ailleurs un logo à l'avant du train qui vous l'indique, vous avez le même système que dans les transports urbains. C'est-à-dire que vous n'avez pas un contrôleur par wagon hein, ou par rame, mais vous avez des contrôles comme ça de temps en temps. Et donc il y a eu une responsabilité syndicale, je pense, lourde aussi. Et puis la gréviculture. À une époque, on avait quand même la moitié des journées de grève en France qui étaient assurées par la seule SNCF, hein, dans les années 80. Ouais, pardon. Oui, justement. On a bien vu votre mouvement où il y a un maillage en toile d'araignée qui augmente, puis à un moment donné, il y a des maillages et ça devient squelettique. Bien. Alors, l'explication, je suppose qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est d'abord, de votre point de vue, c'est d'abord le coût de l'automobile, les camions. Est-ce que c'est les histoires du monopole, quasi-monopole de la SNCF avec le syndicalisme qui rend, qui rend les horaires discontinus, qui fait augmenter les bénéfices pour le personnel, mais aux dépens des voyageurs? Est-ce que c'est les lobbies automobilistes sur l'État, des constructeurs automobiles? Aujourd'hui, on est bassiné par les écologistes qui nous disent le rail, le rail, le rail, et on aperçoit que c'est pas le cas, en tout cas. Je crois que vous avez raison sur tous ces points-là. Tous ces facteurs-là sont entrés en ligne de compte. Il y en a un que vous n'avez pas évoqué, c'est la subjectivité des élites. Les élites, elles sont toutes à Paris. Toutes les élites, tout le pouvoir national est à Paris. On est en France dans un système, le pouvoir législatif relève du monopole du Parlement central. C'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas encore moins en Allemagne ou en Suisse. Vous avez une législation qui est dans leur domaine de compétence, qui est déléguée aux régions. Et donc, j'ai un confrère, Stéphane Etex, pour ne pas le citer, qui me dit, qui est parisien jusqu'à l'os, hein, il est né,
ils sont parisiens depuis 70 générations, et il me dit, mais oui, tu comprends, c'est pas difficile. Nos dirigeants, les dirigeants du ferroviaire et les dirigeants gouvernementaux, ils ont besoin d'aller dans tel ou tel endroit en France, ben, ils font en sorte qu'effectivement, il y ait un train toutes les demi-heures aux heures de pointe entre Paris et Lyon sur 380 km. Voilà. Pour Lille, c'est pareil, pour Strasbourg. Donc on a un réseau de lignes à grande vitesse qui est entièrement centré sur Paris. Voilà. Et si vous voulez aller d'une région à une autre, vous passez par Paris. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un très bel... Voilà. Et il me dit, et d'autre part, ils veulent garder la desserte locale pour leur résidence secondaire. Donc, alors c'est un peu caricatural, mais dans certains cas, ça n'a pas été, c'était pas complètement faux. Hein, on l'a vu sur la côte normande, du côté de, je ne sais plus là où il y a un festival. Perche. Hein, pardon. Tant de Perche, non? Non, sur la côte, vous savez, là où il y a le festival, où il y a Deauville. de Deauville, voilà, dans le coin, il y a une petite Cabourg, ligne. Houlgate, Voilà, il y a une petite ligne qui aurait dû disparaître depuis longtemps, mais bon, non, il y a du monde là-bas, vous comprenez, on la garde. Du beau monde. Il y a du beau monde, hein, oui. Moi, j'aime pas cette côte d'ailleurs, je la trouve sinistre, mais bon, de toute façon, c'est subjectif là aussi. Bref, parce que moi, si- j'aime bien. ah ben vous l'aimez, mais oui, mais non, mais j'imagine. Donc, si vous voulez, il y a cette subjectivité-là, il y a le fait que vous n'avez pas de contrepoids de décisionnaires qui soient enracinés ailleurs. Voilà. Ben oui, c'est ça. C'est un problème Parisien. central. Enfin, le fait que l'État qui conventionnait la ligne Bordeaux-Lyon, desservant, je ne sais plus combien, 7 ou 8 départements, 2 régions, 2 nouvelles régions, parce qu'autrefois c'était 4 régions, c'était même, hein, avant la réforme scandaleuse de Hollande qui a fusionné les régions contre leur gré, dans la plupart des cas, sauf en Normandie d'ailleurs, hein, où les deux Oui, il y a une Normandies étaient près. réunification. Le Languedoc-Roussillon, je vous rappelle, j'y étais, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a voté à l'unanimité, moins une abstention, contre la fusion. C'est vous dire l'estime dans laquelle sont tenus les élus locaux et régionaux par le pouvoir central. Bon, pardon. Moi j'avais 2 questions. Ouais. La première c'est sur le Lyon-Turin, parce que bon, il y a déjà la question de la polémique sur la destruction de certains terroirs, enfin, sur lesquels surtout les Étiriens se sont battus. Voilà, parce qu'on se dit, bon voilà, en fait on est dans un cas où on est plutôt entre deux métropoles, et avec l'affaire de l'effondrement là, on pouvait penser avant l'effondrement que cette ligne-là existait déjà et que ça ne justifiait pas d'en rajouter un tunnel, alors que là on voit que ça pose question. Et la deuxième question, c'est par rapport à tout ce qui est fourniture d'énergie, notamment l'électricité, parce que vous parlez de la concurrence, et en fait la concurrence, ça fait penser dans le domaine du nucléaire, on s'est fait torpiller par les Allemands. Et là, aujourd'hui, comment s'est gérée cette histoire de fourniture d'électricité pour le réseau ferroviaire? Alors, la première question, c'est sur Lyon-Turin. Ce qu'il faut voir, c'est que la ligne classique, elle a été conçue sous la monarchie sarde, piémontaise. Hein, Oui. voilà. Elle a été conçue à cette époque-là, avec les moyens de l'époque, des déclivités extrêmement fortes. On est à 30 pour 1000 au moins sur de longues sections, qui imposent pour les trains de fret un rajout de traction en bas de la pente pour arriver à monter jusqu'en haut. D'autre part, pour des raisons de gabarit et de sécurité, le tunnel de Fête, Flex, du Mancenys, du Fréjus, on appelle, le tunnel de Fête du Fréjus, est limité en termes de circulation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 trains de fret qui se croisent, etc. Coût d'exploitation considérable. Il faut savoir quand même que le tracé de cette ligne
est particulièrement périlleux. Il faut savoir que le plus gros accident ferroviaire de l'histoire du chemin de fer en France, c'est 1917, Saint-Michel de Maurienne, ou ces coins-là, où vous avez un train de permissionnaires qui arrive d'Italie, qui arrive du front italien, des Français, qui s'écrase et qui fait 400 morts, je crois. Enfin, ça a été une horreur absolue. Bon, dû à la gabegie militaire, mais quand même, c'est pour vous dire que c'est une ligne particulièrement difficile qui a subi, là on a l'effondrement de l'APRA, c'est une chose, mais qui a subi déjà plusieurs interruptions. Je crois qu'en 1880, il y en a eu une première, il y en a eu une autre dans les années 60, deux autres dans les années 60 à Pont-à-Mafré avec des coulées de boue qui ont emporté la voie. Il a fallu créer un itinéraire de contournement dans la vallée, qui a été maintenu quelques années au cas où ça se reproduise. Donc c'est difficile. Les Suisses ont percé 2 tunnels de base, le Lötschberg et le Gotthard. Le Lötschberg c'est 30 et quelques, le Gotthard c'est 50 et quelques. Le tunnel du Mont-en-Bain, donc le tunnel de Lyon-Turin, fera 57,5 je crois, donc ce sera le plus long d'Europe, à mon avis pas pour longtemps, mais bon voilà. Surtout, il va y avoir des tunnels d'approche, et côté français, on peine à financer parce que le gouvernement français... Ça n'intéresse pas tellement Lyon-Turin parce que c'est pas sur un axe parisien. C'est sur un axe parisien pour les voyageurs, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Pour le fret, c'est sur un axe européen, ce qu'on appelle les corridors transeuropéens, qui relie, c'est un des corridors transeuropéens, qui relie la péninsule ibérique par Barcelone et le tunnel, le nouveau tunnel d'ailleurs, sous les Alpes, là, sous les Pyrénées, et qui passe ensuite par le Lyon-Turin et qui continue jusqu'à la Slovénie, par l'Italie du Nord. Et cet axe transeuropéen, c'est celui-là qui justifie en fait le financement européen, très important, bon, c'est notre fric, mais enfin bon, il nous revient, de cette, non seulement du tunnel de base, mais aussi des tunnels d'approche. Et il y en a beaucoup plus du côté français que du côté italien, parce que les Alpes, vous le savez, sont dissymétriques, il y a plus de massifs côté français que côté italien. Et donc il y a un tunnel sous Beldon, il y en a deux même, ou non, il y en a un sous le massif de l'Épine, enfin bon, Chartreuse, etc. Donc c'est des très très gros travaux. Est-ce que vous avez déjà parcouru la courte ligne entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry? Oui. Ben, faites le voyage un jour. En TER, c'est charmant, c'est joli comme tout, mais vous faites passer des trains là-dessus. Circulent des TGV Paris, ligne à voie unique, des TGV Paris-Milan quand même. Mais à vitesse modérée. Oh là, beaucoup de modéré, avec les courbes qu'il y a du côté de Lyon-Grenoble, en TGV, ça. Lyon-Grenoble, c'est pareil, oui. Ça va pas vite. Ouais. Donc je pense que, faut savoir, soit on est décroissantiste, soit je pense que ça se justifie effectivement, sinon tu aurais. Enfin, c'est mon point de vue. On peut même pas parler de la réhabilitation des anciennes lignes, celle du Tonkin par exemple. Ah ben le Tonkin, c'est le Tonkin, c'est Évian-Saint-Gingolph. Il en est question, mais là on n'est pas sur le même axe. Ouais. Parce qu'après vous arrivez à Saint-Gingolph, vous arrivez à Saint-Maurice, après vous remontez le Valais, et puis il faut prendre le tunnel du Simplon pour arriver de l'autre côté. Donc non, pas. Il y a eu plusieurs, on a imaginé plusieurs autres tracés transfrontaliers entre la France et l'Italie. Il y en a que 3. Il y a Vintimille, il y a Modane, et puis vous avez la ligne qui a été mise en service en 1920, puis qui a été interrompue pendant la guerre, qui a été rétablie dans les années 70 entre Nice et Tende et Cuneo, mais qui est magnifique, qui a beaucoup fait parler d'elle lors de la tempête Alex, parce qu'elle a permis d'approvisionner les populations de Breil et d'au-dessus, qui étaient complètement isolées il y a 3 ans. Ça a été, les cheminots ont fait un remarquable travail là-dessus. Il faut dire que là, chapeau, les gars, ils n'ont pas compté leurs heures.
ils ont même descendu les cercueils dans leur TER transformé en wagon de fret. Hein. J'ai assisté, je faisais partie d'un jury interne à la SNCF il y a 2 ans, et pour savoir les grands projets, ce qu'avaient fait les équipes, etc., pour les motiver. Et il y avait des gars qui avaient travaillé justement à la suite de la tempête Alex sur cette ligne. J'en avais les larmes aux yeux, moi, franchement. Pourtant, voilà. Enfin, bon, cette ligne, elle compte pour du beurre. Mais donc, vous avez 2 axes internationaux. Sachant que l'axe international par la côte, Vintimille, il est absolument surchargé, non seulement d'immigrés clandestins, qui posent un autre problème technique aussi, les mecs, ils se mettent ils se réfugient dans des locaux techniques électriques des rames. Donc les équipes ont été obligées de sécuriser, etc. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mais donc, vous avez un trafic TER qui est massif. Il faut voir les déplacements de population quotidiens qu'il y a entre Nice et Monaco. Monaco, c'est une place de travail considérable. C'est un centre d'emploi énorme. Il faut voir la gare souterraine de Monaco, c'est quelque chose. Hein. C'est magnifique, hein, c'est très luxe. mais il y a du monde, hein, je peux vous dire. Donc faire passer du fret là-dessus, en plus, c'est quand même pas évident. Il y en a, hein, mais c'est pas évident. Et par Modane, les problèmes techniques que nous évoquions. Voilà. Il n'y a pas plus de tunnels que ça, parce que le Nord-Isère, apparemment, va être quand même pas mal impacté, la région de Cessieux, Chimina. Et oui, parce qu'ils veulent faire une ligne nouvelle, parallèle à l'autoroute à peu près. Ouais. Mais je reviens à la question de Jean-Maurice sur le facteur énergétique il n'est pas stratégique. Alors il est stratégique, d'ailleurs je crois que la SNCF vient de passer un contrat, je crois que c'est avec Engie, non? Un contrat pluriannuel considérable. C'est le premier consommateur d'électricité en France, industriel. Je visitais la sous-station d'alimentation du contournement de Limay-Montpellier il y a 2 ans, 3 ans, qui alimente donc 60 km à peu près de lignes à moyenne grande vitesse, enfin qui pourra être, mais qui fait du fret aussi. Il me disait quand 2 TGV se croisent, au droit de cette sous-station, c'est la consommation de la ville de Sète. Alors après, les lignes nouvelles ont été conçues de telle façon que on tractionne de la façon la plus économe possible. C'est-à-dire que vous avez, elles sont les plus rectilignes possibles, avec des pentes importantes, et des montées importantes. Et on forme les conducteurs précisément pour qu'ils ne tractionnent qu'au minimum, qu'ils laissent aller prendre de la vitesse dans les pentes et avant de remonter en tractionnant le moins possible dans les déclivités inverses. Bon, voilà. Oui, c'est sûr que... Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas monter au-delà de 320 km/h. Sur l'Est, ils pourraient monter à 350. Ils savent que les 30 km/h supplémentaires leur coûteront très cher. Hein. Je crois que la croissance de la résistance à l'avancement, c'est le carré de l'augmentation de la vitesse. Voilà, encore 1 ou 2 questions et puis... Vas-y. Paris, le désert français, Jean-François Revier. Voilà. Et c'est pareil, il dit la même chose. Donc on a l'impression vraiment, dans le schéma actuel des lignes, que c'est la France bobo, qui est les grandes métropoles et Paris. Puis le reste, je te laissais un peu à l'abandon. Est-ce que c'est parce qu'il y a une désertification rurale générale que la SNCF abandonne ça parce que c'est pas rentable, ou est-ce que pour une part, peut-être plus qu'on ne le croit, c'est précisément par des choix conscients ou inconscients, volontaires ou induits, enfin que les bobos, pour aller vite, ont fait en sorte
qu'il s'intéresse aux grandes métropoles et à Paris seulement, et le reste est laissé à la montre. Où est la cause ou l'effet, disons? Premier œuf, première poule. C'est la question éternelle. Je pense que ce sont les décisions des élites françaises ont été... Il y a eu effectivement une désemprise industrielle dans les territoires, comme on dit de nos jours, hein, et puis une déprise, pardon, excusez-moi, hein, une déprise, comme on dit en agriculture, hein, industrielle, démographique aussi, mais la gestion des services publics aura été, dans le plus mauvais sens du terme, procyclique. C'est-à-dire, vous perdez des habitants, vous perdez des entreprises. Montluçon, vous perdez Dunlop. Hein. Vous perdez Landis+Gyr. Montluçon, c'était Landis+Gyr, c'est voilà, c'est l'électronique, les contrôles de vitesse, etc. Ou les automates, vous savez, pour les tickets, tout ça. On vous supprime des desserts, puis vous avez moins de monde, et puis vous avez moins de cadres qui voyagent, etc. Mais du coup, la réindustrialisation qui est portée à bout de bras par des élus locaux qui n'ont pas un rond, et puis qui en ont encore moins depuis Macron. Hein. Comment voulez-vous Alors bon, ok, on va vous faire une autoroute payante, par exemple l'autoroute Centre-Europe, vous savez, Centre-Europe Atlantique, hein, où il faut aller payer aux aires de repos, comme pour un parking. Elle vient d'ouvrir là. Grosso modo, entre la région de Moulins ou d'Igouin et puis voilà. Oui, parce que c'est quasiment de la reconnaissance faciale. C'est fascinant. Ouais, moi, j'y suis passé en venant du camp, c'est extraordinaire. Ils m'ont réclamé 2 € parce que j'avais pas. Ils m'ont fait tout un courrier pour 2 €. C'est kafkaïen. Kafkaïen, voilà. Ouais. Et donc, regardez, l'État vient de dire on va faire plaisir aux écologistes, et puis aux ferrovipates, et puis aux touristes, et puis on va relancer les trains de nuit. Regardez les projets de trains de nuit sur une carte. Allez sur Internet, train de nuit, projet gouvernement, etc. Tous, sans exception au départ de Paris. Alors on a relancé le Paris-Nice, il y avait même un ministre à l'intérieur. Je ne sais même pas si c'était pas Atex, Castex il s'appelait, voilà. Atex, c'est de l'informatique. Alors que quand je regarde le graphique des circulations des années de l'entre-deux-guerres, vous aviez des trains de nuit partout. Vous aviez moi-même j'ai pris, alors je n'étais pas à l'entre-deux-guerres quand même, n'exagérons rien, mais j'ai pris un Bordeaux-Quimper, ça n'existe plus ça, hein, de nuit, pour aller travailler, faire une saison du côté dans la Vendée, là-bas, quand j'étais gamin, ça n'existe plus tout ça. Vous aviez même, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois même que vous aviez un Quimper Vintimille. Vous aviez vraiment des liaisons très longue distance, de nuit, c'est parfait pour la longue distance la nuit, hein, etc. Rien n'est prévu pour ça. Là, vous avez une association qui dit vous allez recréer le week-end seulement, et les fêtes, un Paris-Aurillac, plutôt que de laisser la rame qui va passer toute sa journée à Aurillac, avant de repartir le soir, vous ne pourriez pas la poursuivre jusqu'à Mende en passant par Saint-Flour. Ça ferait un deuxième train quotidien à Saint-Flour, sous-préfecture du Cantal, je crois, hein, c'est ça. Il n'y en a qu'un par jour à Saint-Flour. Vous ne pourriez pas le poursuivre parce que ça vous coûterait à peine plus cher, puisque de toute façon, il n'y aurait pas besoin de matériel supplémentaire. Plutôt que de le laisser croupir à Aurillac, vous le descendez jusqu'à Mende et vous remontez ensuite dans l'autre sens. Ça nous fait en plus à nous, population locale, ça nous fait des liaisons en soirée dans un sens et en matinée de l'autre. Ou le contraire, hein, peu importe. Silence. Oh non, vous savez, ça risque d'être trop lourd, les rails sont fatigués à tel endroit, et puis voilà.
Bon, non, Prenons pour finir rapidement. Ça marche toujours le Deux chemin de fer. Hein. réflexions, s'il te plaît. Hein, je sais que t'es pas Vas-y, vas-y, féministe, vas-y. moi non plus. Vas-y, vas-y. Ça tombe bien. Alors, très rapide. Les deux représentations. La France avec âme, la France sans âme. Bon, c'est moi qui le dis. Ce que vous avez dit à propos de la Suisse me fait penser à ce qu'on appelle la relation de cause à effet, ou ça, ou une coïncidence. Vous avez dit que la Suisse, en effet, avait très peu enlevé, enfin supprimé de son... Pratiquement aucune. Aucun. Enfin, des bricoles. Bon. Eh bien, comme j'ai de la famille en Suisse, je me suis préoccupée il y a une dizaine d'années de savoir au niveau éducation nationale où ça se trouvait. Alors il y a 10 ans, Japon, premier, Suisse, deuxième, mondialement, hein, France, 27e. Là, il paraît que la Suisse serait passée devant le Japon et la France aurait encore reculé. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire, vous voyez, comme réflexion. Merci François. de quoi? Comment? Éducation nationale. Éducation nationale. Éducation nationale premier et elle n'a pas supprimé son réseau ferroviaire. J'allais voir relation de cause à effet.